Highway to Hell, non, c'est enfin, non, c'est pas forcément le bon, c'est Highway to Paradise ou Sky is not the limit. On pourrait parler pour Nvidia. Serge, merci infiniment d'avoir été avec nous. Tu viens d'Angers, donc voilà, on va associer voilà, la région à la Bretagne hein, pour la région Grand Ouest. Vice-président des alliances globales CSP, ISB Europe, Moyen-Orient, Afrique chez Nvidia. Et chez Nvidia depuis 21 ans. C'est ça. Et justement, alors, en fait, on parle de Nvidia depuis 2 jours sans en parler vraiment, puisque toute l'IA aujourd'hui, pratiquement toute l'IA qui est produite, qui est les algorithmes, ça tourne beaucoup sur des processeurs Nvidia. Nvidia qui vient de défrayer la chronique même en termes de valorisation. Hein, on est une entreprise qui vaut 4 000 milliards de dollars. Vous ajoutez la valorisation de Apple, vous ajoutez à la valorisation d'Apple, vous ajoutez celle de Tesla, par exemple, vous arrivez à celle de Nvidia. Voilà. Alors, peut-être une question, tiens, est-ce que tout le monde connaît Nvidia? Levez le bras, tous ceux qui connaissent Nvidia. Ah, il y a encore quelques bras qui installent. Quand même, hein. Alors, allons-y. 21 ans d'entreprise. Raconte-nous voilà, un peu les grandes étapes de Nvidia où tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Non. Nvidia donc, est une société qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans par Jensen Huang et 2 autres personnes. Jensen étant toujours notre CEO. On a commencé dans le consumer. Vous devez connaître les cartes ou les puces GeForce dédiées aux gamers. Et on a vite réalisé qu'en fait, faire une puce, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais qu'il faut créer un écosystème autour de ça. Donc, tout de suite, on a commencé à développer des choses, notamment avec les éditeurs de jeux. On a beaucoup de gens qui passent du temps avec les éditeurs de jeux pour que les nouveaux jeux, tout ce qui sort sur le marché soit optimisé sur nos puces graphiques pour le consumer. Donc on a eu, effectivement, il y a eu des choses, on a parlé de crypto avant, il y a eu un trou avec la crypto, c'est pas notre tasse de thé, on va dire la crypto. On préfère donner nos puces graphiques à des gamers que pour faire de la crypto. Donc il y a eu effectivement des passages à vide, et puis on a commencé à attaquer le business entreprise. Si je schématise, en fait, chez Nvidia, on a 4 business. Le consumer, l'entreprise, l'automobile et tout ce qui est embarqué, donc le reste, la robotique, etc. etc. Donc on a commencé à attaquer l'entreprise avec des cartes pour tout ce qui était CAD, etc. Donc des workstations, des stations de travail. Et puis on a commencé à développer quelque chose qui est fondamental chez Nvidia, qui a commencé à être développé quand je suis arrivé en 2004 et qui est sorti en 2006. C'est un langage de programmation des corps des processeurs graphiques qui s'appelle CUDA. Et en fait, CUDA, c'est la base de tout ce qu'on développe en termes de logiciels, de software, pour aider les gens à faire leurs propres applications. Parce qu'il faut bien rappeler, dans la chaîne de valeur, Nvidia ne fabrique pas. Hein. Il y a des fondeurs pour ça. Nvidia fait l'architecture, fait tourner les logiciels dessus, mais derrière, après, s'adresse à des TSMC, enfin, à des entreprises qui elles-mêmes vont créer le processeur en tant que tel. Alors, tout à fait. On n'a pas d'usine, on est fabless, comme on dit. On fait beaucoup de design, on fait beaucoup de définition d'architecture sur les nouveaux produits, que ce soit des processeurs graphiques, que ce soit du réseau. On a racheté Mellanox, qui est une boîte de réseau, il y a maintenant, je crois que ça fait 4 ans, et j'expliquerai potentiellement pourquoi après. On fait beaucoup de choses en termes d'architecture, mais on ne produit pas, parce qu'on a des partenaires fantastiques qui savent le faire, comme TSMC. Comme je dis souvent, et je te l'ai dit avant, Nvidia, il faut le voir, c'est une petite société en termes de people. On est 35 000 au niveau mondial, on n'est pas 300 000 ou 1 million, on est 35 000 au niveau mondial et 80% c'est des ingénieurs. Et dans ces 80% d'ingénieurs, vous avez à peu près 70%, 65-70% d'ingénieurs logiciels. Nvidia a commencé à faire des architectures de processeurs, mais en fait, il faut que vous regardiez Nvidia aujourd'hui comme un fournisseur de logiciels pour aider les startups, les entreprises à développer, et les développeurs évidemment, à développer leurs propres applications. On ne va jamais faire les applications pour tout le monde, ça n'a aucun intérêt. On est là pour créer des écosystèmes, et plus on amène de gens dans ces écosystèmes, plus l'écosystème va grossir. Et comme dit Jensen, on aime bien partir d'une idée où on se dit il y a 0 business en fait, et comment on le monte à 1 milliard ou 2 milliards ou 3 milliards, et quels ingrédients avec l'écosystème, parce que le but est d'entraîner cet écosystème derrière nous pour faire ce qu'on veut faire.
Et alors, raconte-nous ce qui s'est passé, parce que là, il y a eu cette progression, aujourd'hui très présent dans l'IA, mais justement, autour de cette, je ne sais pas s'il faut appeler la deuxième ou la troisième vie de NVIDIA, en tout cas, ce qui fait une partie de son actualité aujourd'hui, parce que tu l'as rappelé, il y a ces 4 divisions. Il y a quelques, donc Vivatech, c'était il y a quelques semaines. Jensen Huang, on a eu la chance sur BFM Business d'avoir une interview exclusive de Jensen Huang qui disait, voilà, c'est dans les années 2011-2012, il a vu l'apparition du deep learning, ils se sont dit, tiens, mes cartes graphiques pour mes jeux vidéo, avec mes logiciels, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur l'IA. Et là, nouvelle aventure qui redémarre. Alors oui, ça a été une combinaison du fait qu'on ait développé CUDA pour programmer les corps des GPU. Un processeur graphique, ça a 6000 ou 7000 corps, si vous le comparez à un processeur standard. Donc et ces corps, en fait, on a la capacité de les programmer en parallèle. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tâches en parallèle, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, je crois que c'est en 2012, l'Université de Toronto a commencé à tester des algorithmes de deep learning avec des processeurs graphiques. Et en fait, ils sont aperçus que leur taux d'exactitude en termes de résultats passait de 30% à 60%. Donc il y avait une adéquation entre les deux, puisque le deep learning travaille en parallèle, les GPU travaillent en parallèle, et c'est ça qui a effectivement commencé à lancer, le fait de développer du deep learning, de le faire tourner sur GPU, mais après le machine learning, enfin, etc., etc. On travaille beaucoup avec les centres de recherche, beaucoup avec les universités, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de ce monde, et donc c'est un monde sur lequel on passe beaucoup de temps, on a des gens dédiés là-dessus. Et donc c'est parti comme ça, en fait. On travaillait déjà sur pas mal d'algorithmes avant 2012, puisque donc CUDA avait été lancé en 2006, et ça nous a permis justement de bâtir cette stratégie et de voir comment on pouvait faire évoluer cet écosystème qui ne demandait qu'à évoluer. Et comment on peut, alors sans parler de la stratégie d'un Intel, mais comment on peut expliquer ici simplement, se dire, tiens, mais pourquoi Intel, ils font plein de processeurs, pourquoi ils n'ont pas cette réussite dans l'IA? Alors c'est la différence entre les GPU, les CPU, enfin les différentes classes de processeurs, mais justement nous expliquer un petit peu pourquoi un GPU tel que conçu par NVIDIA est largement dominant par rapport à d'autres processeurs pour ces parties IA, parce que bien entendu on a besoin de CPU pour nos ordinateurs, pour des calculs plus simples, mais voilà, nous donner un petit peu cette explication. Alors, comme je dis toujours, quand je parle d'IA, que ce soit à des partenaires, à des clients, je ne parle jamais de produits. Au départ, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de parler de cas d'usage, ce qu'on appelle aussi des workloads, et de comprendre les problèmes complexes que le client veut résoudre avec l'intelligence artificielle. Et grâce à ça, et comme on a toujours travaillé comme ça chez NVIDIA par verticaux, donc la banque, l'assurance, l'industrie, etc., le médical, etc., etc., en fait, on a des spécialistes chez NVIDIA par verticaux. Donc, ils comprennent le langage des gens qu'ils ont en face d'eux. Et donc, de parler de cas d'usage, de workload, de problèmes à résoudre, ça permet de développer ce qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on appelle des frameworks, c'est-à-dire des bouts de logiciels, des librairies qu'on va fournir aux développeurs, etc., etc., et qui vont en fait utiliser en partie ou en totalité pour développer leurs propres applications. Et tout ça, comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est optimisé sur des processeurs graphiques, sous une forme ou sous une autre. Donc en fait, plus on va avoir de développeurs, plus on va avoir de startups qui utilisent nos logiciels, plus on va pousser les GPU ou les DPU, les Data Processor Unit, sur les data centers. Alors, pourquoi parce que dernièrement, je reste toujours sur Vivatech parce que c'était Jensen Huang était là. Il y avait en marge de Vivatech, un peu comme les vieilles charrues et le Web West, il y avait la grande conférence européenne de NVIDIA qui se tenait justement là. Et on a vu alors cette photo qui était incroyable de Jensen Huang, Mistral, enfin le patron de Mistral, Arthur Mensch, Emmanuel Macron, pour faire le lien dans tout ça. Mais pourquoi tous les acteurs en IA sont aussi friands de ces GPU? Parce que les modèles demandent beaucoup de puissance de calcul et que les GPU sont optimisés pour l'IA aujourd'hui. Si vous prenez Blackwell, c'est grâce à Blackwell qu'on peut faire beaucoup de choses en termes de puissance et de développement sur les modèles. Il y a d'autres acteurs qui font des GPU, oui. On n'est pas tout seul. Et comme je dis toujours, la compétition, c'est très sain. C'est très très sain, ça permet d'être innovant, ça permet de se remettre en question. Et il y a cette demande qui est forte, et comme Jensen l'a dit quand on a fait GPU Technology Conférence avec Vivatech, en fait, chaque pays doit prendre sa propre destinée en main.
C'est-à-dire quand on regarde l'intelligence artificielle, elle va être partout, dans tous les verticaux. Elle est déjà depuis des années dans notre vie de tous les jours. Pour ceux qui ont des iPhones ou autres, Siri, c'est de l'intelligence artificielle et on l'utilise depuis des années et des années. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que chacun des pays qui constituent, si on parle de l'Europe, l'Europe prenne sa destinée en main. L'IA va être partout, mais l'IA va être dans toutes les industries, mais l'IA est une industrie par elle-même. C'est-à-dire que cette industrie va continuer à grandir, on n'est qu'au début de l'IA. Soyons clairs, on n'est qu'au début de l'IA, on le voit bien, quelqu'un l'a dit juste avant, ça évolue, ça va très 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 vite. On parlait de Generative AI il y a 2 ans, aujourd'hui on parle d'Agentic, et puis demain, dès aujourd'hui on parle de Physical AI. Donc ça évolue à une vitesse phénoménale, et donc il faut que tous les gens qui font des modèles, tous les gens qui ont besoin je cherche mes mots en français, de trader les modèles, ont besoin de grosses capacités de calcul. Voilà, en gros c'est ça, c'est pour ça que Mistral et d'autres recherchent de la capacité de calcul partout. Et donc c'est pour ça Jensen a fait beaucoup de déclarations notamment il y a quelques semaines. Parce que justement, il faut rappeler, pour ceux qui sont moins experts, l'IA, il y a un peu deux mondes. Il y a le monde de l'entraînement. Voilà, on va faire ingurgiter des données pour que l'IA s'entraîne. Et puis après, il y a le monde que nous, on utilise, c'est l'inférence. C'est pour qu'une fois qu'on a entraîné ces IA, quand on leur propose on leur demande des requêtes, elles puissent y répondre le plus correctement possible. Donc, et voilà, et c'est vrai que dans la partie entraînement, vous imaginez, c'est là où il y a besoin de ces grandes puissances de calcul. Je commence à regarder un peu les questions qui arrivent. Je reste sur ma photo, Jensen Huang, Arthur Mensch, Emmanuel Macron. La vision de NVIDIA sur l'Europe, justement, parce que depuis hier, on parle de souveraineté, on parle de la crainte de notre retard, d'être perdu derrière les Américains et les Chinois. Voilà. Quelle est cette vision que tu as, parce que c'est toi qui mènes cette stratégie notamment en Europe avec les équipes de Jensen Huang, mais de la position de NVIDIA sur l'Europe? Je pense qu'elle a été très claire il y a 3 semaines. Jensen a été assez direct dans ce qu'il a déclaré il y a 3 semaines. L'Europe, c'est super important. La France, c'est super important. On a une qualité de start-up en France, de mathématiciens, d'universités, d'écoles qui est phénoménale. Donc, il faut justement que les pays, ce que je disais tout à l'heure, investissent localement. Nous, on est prêt à aider sur un certain nombre de choses, mais il faut vraiment prendre sa destinée en main. Il ne faut pas compter que sur les autres. Il faut vraiment investir. On le voit, par exemple, si vous regardez sur le plateau de Saclay, il y a le data center de Jensi Idriss. Il y a plus de 4000 processeurs graphiques. On a beaucoup bossé avec eux pour justement mettre à disposition, puisqu'il y avait beaucoup de demandes, etc., etc. Donc, on essaye de contribuer. Et je pense que notre position est de dire l'Europe est importante, l'Europe doit prendre sa destinée en main et il faut qu'il y ait des investissements non négligeables pour pouvoir avoir accès justement à ces capacités de calcul qui faisaient défaut jusqu'à maintenant. Soyons clairs, il n'y avait pas assez. Quand on regarde ce que nous disait Mistral il y a 2 ans ou il y a 1 an, il n'y avait pas assez de capacité de calcul. Oui. D'ailleurs, ils entraînaient beaucoup aux États-Unis. Exactement. Et pour cette raison. Tiens, je reprends des questions un peu au fil de l'eau. C'est quoi ton job au quotidien ? Un peu de tout. Non, il faut comprendre qu'NVIDIA est une société très particulière. On n'est pas hiérarchisé du tout. On gère comme dit Jensen, the mission is the boss. C'est-à-dire, j'ai un boss, il est aux États-Unis. Bon, je l'ai quasiment toutes les semaines au téléphone, mais en fait, c'est ma mission qui m'a été allouée, qui va driver ce que je dois faire au jour le jour. Quand tu m'as appelé pour venir, je t'ai dit oui, je viens parce que j'ai décidé de venir. Personne m'a dit il faut que tu ailles ou tu n'y vas pas. Donc en fait, mon job de tous les jours, c'est de m'occuper des hyperscalers, donc des 4 gros hyperscalers, Microsoft, Amazon, Google, Cloud et Oracle. Et je m'occupe aussi d'un certain nombre d'ISV comme Nutanix, comme Red Hat, etc. Comme Dataiku, qui est une boîte française. Et notre job dans mon équipe, c'est d'être sûr que ces partenaires comprennent bien nos technologies, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse du co-sell ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'on aille voir des clients ensemble, qu'on essaye de résoudre les problèmes de ces clients. Ils ont la capacité, pour un certain nombre de choses, de le résoudre par eux-mêmes avec leur logiciel. Dans des cas extrêmement complexes, ils ont besoin de... Donc un client, ça peut être quelqu'un dans la santé, un grand labo de pharma qui a des besoins sur ses médicaments, et toi et donc là, vous arrivez en groupe...
Oui, voilà. Après, on peut avoir une entreprise dans un vertical quelconque qui dit, voilà, moi, je travaille avec un partenaire X ou Y, j'aimerais développer des modèles, ou alors ils savent pas comment développer les modèles, ils savent pas quoi faire. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question, comment je vais démarrer ma journée sur l'IA, en fait. Ça va tellement vite, je ne sais pas comment faire. Et en fait, nous, on est là pour les aider avec les partenaires. On fait beaucoup de lobbying, etc., etc. Donc ça, c'est mon job un peu au quotidien, plus la presse, comme tu le sais, plus d'autres choses qu'on rajoute. Et je vous donne un exemple de la flexibilité chez NVIDIA. Sur les ISV d'infrastructure, j'ai créé le job en Europe, parce que je pensais qu'il y avait une raison de le créer, parce que tous ces ISV d'infrastructure comme VMware, Nutanix, etc., Red Hat, sont dans les entreprises. Forcément, il y en a un des trois, voire deux en général. Et donc, j'ai créé ce job, les US ont approuvé, et maintenant, on parle beaucoup de ça aussi aux US et dans d'autres régions. Donc, on a cette flexibilité de gérer cette mission pour que NVIDIA soit reconnu et que les gens comprennent surtout ce qu'on fait. Alors, parmi les questions, quel est l'impact du renouvellement constant des GPU dû à leur obsolescence? Et c'est vrai que je me souviens d'une interview, je crois que c'était à l'époque CES de Jensen Huang, qui disait voilà, quelles sont un peu vos craintes autour de l'IA. Alors il disait c'est de pas pouvoir fournir mes clients suffisamment parce qu'il y avait beaucoup de commandes, mais il mettait aussi cette histoire d'impact environnemental, d'avoir des puces qui consomment toujours moins. Et justement, si on lignait tout ça à l'obsolescence, j'imagine que aujourd'hui ça fait partie de l'ADN de Nvidia. Le but est de vendre ces architectures, mais c'est aussi, il y a quand même un mal ou un bienfait pour la planète et il faut en tenir compte. Alors, ça a toujours été un sujet chez nous, c'est-à-dire comment on sort quelque chose qui est le plus puissant possible pour répondre aux besoins du marché en consommant le moins possible. Après, la consommation, il faut regarder par rapport à quoi on la compare. C'est ça. Si je prends une GPU, oui, une GPU, ça consomme. Par contre, si je prends un data center et que dans ce data center, je vais donner des chiffres qui ne sont pas réels, d'accord ? J'ai 1000 CPU pour faire le job et que je peux les remplacer par 20 GPU. 1000 CPU pour faire le job et que je peux les remplacer par 20 GPU. Là, on va regarder la consommation totale du data center, on va s'apercevoir qu'elle est bien moindre. Puisque les GPU sont tellement puissantes, elles font 10 fois, 20 fois le job de l'équivalent qui serait setupé en CPU. Autre question, oui, le renouvellement des GPU dû à l'obsolescence. Renouvellement des GPU, en général, une GPU, elle dure assez longtemps. En fait, on a encore des... Je ne vais pas vous parler de codename, mais par exemple, les H100, ils sont toujours en vie. Les gens peuvent continuer à se les approprier. Il y a Blackwell qui est sorti, là, qui est en production. C'est la nouvelle architecture. La nouvelle architecture qui est vraiment faite pour l'IA et qui délivre un certain nombre de choses en plus. Mais en général, les architectures durent 4-5 ans sans problème. Question sur la concurrence. Y a-t-il une menace chinoise pour NVIDIA? DeepSeek utilise-t-il NVIDIA? C'est vrai qu'on a vu il y a quelques mois maintenant apparaître cette IA générative DeepSeek qui a un peu défrayé la chronique en disant nous, pour quelques millions de dollars, on arrive aussi bien que les autres. Bon, on s'est rendu compte que c'était... voilà, il y avait un peu de bullshit derrière tout ça. Il fallait quand même plusieurs... Enfin, ils ont investi beaucoup. Mais par contre, oui, ils se sont dit tiens, on n'est pas obligé d'avoir les puces les plus puissantes. Enfin, là, comment il y a une organisation... Enfin, il y a des gens qui cherchent justement à avoir des puces plus frugales. Enfin, comment ça se passe justement par rapport à cette concurrence chinoise DeepSeek? Alors, DeepSeek a émergé. Alors, chez NVIDIA, on a développé un concept qui s'appelle les NIMS, NVIDIA Inference Microservices. En fait, ce sont des containers où dedans, vous allez avoir Llama, où vous allez avoir Mistral, vous allez avoir d'autres softwares, logiciels. Quand DeepSeek a annoncé, une semaine après, on sortait un container avec DeepSeek. Donc, réactivité, mais proactivité aussi. On sait très bien que DeepSeek a entraîné ses modèles sur des A800, donc processeurs NVIDIA. Oui. Donc c'est bien que tout le monde contribue à l'évolution de l'écosystème, qu'il soit chinois, qu'il ne soit pas chinois. C'est très très bien. Et ça fait avancer les choses et ça permet aussi de rester en alerte tout le temps et de se poser les bonnes questions. Alors justement, je reste dans cet univers un peu contexte global. C'était parmi les big tech, NVIDIA est parmi les rares à avoir résisté aux injonctions de l'administration Trump, qui veut éviter... Comment ça se passe aujourd'hui pour l'export? Il y a beaucoup de choses. De toute façon, c'est très clair. On est une boîte américaine, on est coté en bourse. Nous devons suivre
les restrictions qui sont appliquées à toutes les sociétés américaines, c'est-à-dire quand on n'a pas le droit de fournir des GPU X ou Y à certains marchés, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je pense que vous avez dû vu dernièrement, il y a quelques jours, sur Internet et dans un centre de communiqué, que la porte s'entrouvre pour les GPU H20 sous l'égide de Jensen et sous l'égide sûrement de ces discussions avec l'administration américaine. Je ne vais pas commenter plus. Mais bon, ça s'est rentrouvert. C'est toujours de la négo. Voilà, c'est toujours de la négo. Maintenant, nous, on est obligé de respecter les guidelines, je dirais, de l'administration américaine sur un certain nombre de choses. Avant de repasser une des questions là, j'en avais une autre. On a vu rapidement le slide passer tout à l'heure dans ses keynotes. Jensen Huang, si vous suivez, il fait une courbe qui monte. Il y a l'IA traditionnelle, l'IA générative que nous connaissons. On est en train de passer à l'IA agentique. Et puis, voilà, c'est celle-ci. Et puis, on arrivera à l'IA, ce qu'on appelle la physical AI, donc l'IA dans les robots, l'IA dans les véhicules autonomes. Tu peux nous revenir un peu sur cette évolution, justement, là où on est IA générative et quel est le rôle d'NVIDIA dans tout ça? L'IA générative, on est dedans, on est même dans tout ce qu'on appelle agentic AI, c'est-à-dire faire des agents qui vont communiquer entre eux ou pas d'ailleurs, qui vont apprendre d'un certain nombre d'autres agents et qui vont résoudre des problèmes. Donc ça, c'est d'une manière simplifiée ce qu'est l'agentic AI aujourd'hui. Ça va aider énormément les développeurs aussi. Ça va se produire des programmes aussi, ça ne va pas remplacer les développeurs. On a besoin du cerveau des développeurs pour améliorer ces programmes, pour faire en sorte que ces agents discutent ensemble, etc. Et puis Physical AI, ça commence dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. En fait, quand on regarde un peu les verticaux, il y a des robots partout. Il y a des robots, effectivement, dans des usines de voitures. Il y a des robots dans le médical. Il y a des robots partout. On voit même des robots humanoïdes qui alors, il y a des robots humanoïdes. Jensen en avait quelques-uns à Vivatech. Ah oui, il avait mis... il y avait une vingtaine de robots humanoïdes qui étaient sur... Robot humanoïde, ce qui est compliqué, c'est toute la mécanique. Dans un robot humanoïde, le fait qu'il marche, le fait qu'il court, etc. Mettre de l'IA dedans, c'est pas forcément hyper compliqué, avec des algorithmes bien définis. Après, ce qui est important, c'est d'entraîner des robots à grande échelle. Et ce qu'on fait, on le fait grâce à un logiciel qu'on met dans le cloud et qui permet d'entraîner des robots à grande échelle dans le cloud. Et on applique exactement la même recette quand vous voyez les voitures autonomes. En fait, une voiture autonome, aujourd'hui, faire une voiture autonome, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est autour de la voiture autonome et jusqu'à, je dirais, les assurances, enfin, etc. Enfin, tout ce qu'on doit voir, tout comme ça. Mais tout ce qui est physical AI, c'est effectivement comment un robot va apprendre de son environnement et pouvoir s'adapter à son environnement. Ça veut dire qu'il prend le contrôle de ça. Mais comment il va évoluer, comment il va apprendre, comment il va s'adapter. Et puis lié à tout ça, il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est jumeaux numériques, digital twin, c'est de comment on va aller, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au calcul, faire des jumeaux numériques dans un monde virtuel, mais qui sont tellement réels qu'un industriel va pouvoir implémenter sa nouvelle usine de production de voitures sans erreur potentielle et donc sauver énormément d'argent s'il y a des erreurs. Nous, chez NVIDIA, on a développé, je crois qu'il est en open source d'ailleurs, il est accessible, un jumeau numérique de la Terre. Donc en fait, on est capable aujourd'hui, en changeant des paramètres, et ce qui est important en temps réel, d'aller changer ou de voir l'impact d'un ouragan, par exemple, en Floride, sur la population, sur l'industrie, enfin, etc., etc. Et ça en temps réel. Et de plus en plus d'industries vont utiliser ces jumeaux numériques pour prévoir des choses. En fait, et quand je dis ça, on revient à notre métier de base, qui est la simulation. C'est de la simulation, en fait. Simuler une plante, simuler ce qu'on veut simuler. Et il faut qu'il y ait des calculs, une puissance de calcul qui soit très, très importante pour faire ça. Tu parlais de voitures autonomes. Ça veut dire que dans les voitures autonomes, pour ceux qui connaissent un peu la société, on aura des puces NVIDIA. Il y en aura sûrement, oui. Oui. Il y aura beaucoup de logiciels, c'est ça le truc. Oui. C'est que on a une suite de logiciels qui s'appelle Drive, qui en fait permet aux constructeurs automobiles de développer leur propre plateforme par rapport à cette voiture autonome.
Et après, effectivement, il faudra des puces graphiques sous une forme ou sous une autre qui seront dans la voiture. Il y a une question, Nvidia est probablement le mieux placé pour analyser l'avancée des systèmes d'IA au niveau. On se dit toujours la Chine, en termes d'IA, la Chine, les États-Unis font la course en tête. Est-ce que, voilà, quand tu en parles avec d'autres ingénieurs de chez Nvidia, tu dis oui, la Chine et les USA sont vraiment au coude à coude, et nous un petit peu derrière, ou c'est difficile à commenter. Ouais. C'est difficile. On sait très bien que Huawei fait son chip IA, qui a priori est très bien. Je pense qu'il faut... Et je vais rebondir là-dessus pour parler un peu de la France, parce que je pense qu'il faut pas tout le temps regarder ce que font les autres. Ouais. Il faut définir une stratégie et se dire voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Si on commence à regarder tout le temps ce que font les autres, en fait, on vient s'adapter à ce que font les autres. Et c'est ce qu'on a dit ce matin. Là, donc on est un peu des suiveurs quelque part. On est un peu des suiveurs. On a une stratégie, on a une volonté, et c'est valable pour les startups aussi. Voilà, je pense que ce produit-là ou ce concept-là que je suis en train de développer, ça va changer telle industrie, telle industrie, telle industrie. Effectivement, à un moment donné, on regardera ce qui se fait dans le même concept. Mais je pense qu'il faut surtout regarder ce que nous, on veut faire et où on veut aller. Après, chaque pays développe. On a un champion fantastique en France qui s'appelle Mistral. D'accord. Il y a d'autres champions ailleurs. Et il y a d'autres champions qui vont émerger, j'en suis certain. Tu parlais tout à l'heure du plateau de Saclay. On avait Isabelle Ril qui était là il y a un instant, qui dirige un institut de recherche. On avait Claude Kirchner d'INRIA hier. Les relations Nvidia avec les centres de recherche, voilà, vous collaborez, comment ça se passe? On collabore, comme je disais, on a des gens dédiés sur tout ce qui est recherche et en anglais high education, donc toutes les universités, les écoles, etc. Donc on collabore ensemble, on fournit des choses, enfin, donc parce qu'en fait, quand on regarde, il y a beaucoup de choses au départ sur l'IA qui sont venues de la recherche. Ça vient de la recherche aussi. Donc, je veux dire, notre intérêt et l'intérêt de l'écosystème, c'est justement cette synergie avec un certain nombre d'entités, dans la mesure où on peut le faire, où elles l'acceptent aussi. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas forcément simples, mais voilà. Donc, c'est un vertical chez nous qui c'est considéré comme un vertical chez nous, comme le supercomputing, comme tout ce genre de choses. Et donc, on a des gens qui sont complètement dédiés à ça. Et puis, rappelons qu'Nvidia, c'est seulement âgé de 30 ans, hein, quand on y repense, quand on regarde toutes ces histoires de ces boîtes incroyables. Là, on entend souvent aussi chez Nvidia ce concept de IA Factory. Ce grand concept d'IA Factory, ou de Giga Factory demain. Alors, en fait, c'est clair. Ce que je disais, si vous prenez un processeur graphique, vous le mettez dans un data center ou dans un serveur et que vous pensez faire de l'IA, ça démarre très mal. En fait, l'IA, oui, il faut des processeurs graphiques. Il faut des processeurs graphiques qui soient interconnectés entre eux, d'accord, pour échanger des données, parce que vous pouvez avoir le plus beau processeur graphique du monde. Si l'échange de données entre ces processeurs graphiques est très lent, ça va poser problème. Et puis, il y a une composante dans tout ça qui est tout ce qui est réseau. Et on revient à la communication, à l'échange de données, etc., etc. Les IA Factory, c'est justement sur une base d'une architecture de référence qu'on a définie par expérience, parce qu'on fait nos propres data centers. Donc on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas, on sait comment les faire. On a défini une architecture de référence que l'on communique à tous nos partenaires, à tous les clients, libre à eux de la suivre ou pas. Et en fait, cette architecture de référence, en combinant un certain nombre de choses, donnera le meilleur résultat en termes d'IA, que ce soit générative AI, agentique, demain physical AI. Et c'est ça les IA Factory, c'est de produire de l'intelligence avec une architecture de référence, de produire de l'intelligence que toutes les entreprises vont pouvoir utiliser en fait. Et c'est pour ça que c'est une industrie à part entière. Et ça veut dire cette IA Factory, elle est chez Nvidia, elle est comment Non, elle peut être partout.
Autre question. Je voulais revenir sur une des questions au début, avant de. Mais là, je viens de voir qu'il y en a une. Voilà, merci, Régis. C'est la partie quantique. C'est vrai qu'on voit apparaître, on commence à parler de calcul quantique aujourd'hui. On a des pépites en France aussi, hein, les Candela, les Alice et Bob, les Pascal. Enfin voilà, il y en a quelques-unes. Là, est-ce que Nvidia aussi, aura certainement un rôle à jouer dans cette partie quantique? Alors, on joue déjà un rôle. Oui, j'imagine. On joue déjà un rôle parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de processeur quantique. Ouais. Il n'y a pas de QCU. Par contre, on est capable de simuler des qubits grâce à des processeurs graphiques. Donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec Alice et Bob, avec Pascal, etc., pour justement leur donner la capacité de calcul pour qu'ils puissent faire leur job et simuler les qubits. Le quantique, on pensait que ça allait prendre 10-15 ans. On a revu nos positions. Jensen a revu sa position à GTC en mars dernier en disant que ça allait aller beaucoup plus vite que ça. Ce qui est intéressant, c'est les applications qui vont tirer bénéfice du quantique. Quelles vont être? Alors, dans le médical, il y en a un certain nombre qui arrivent, la banque, l'assurance aussi. Donc, c'est quelque chose de réel. Oui, dans le transport. Dans le transport, etc. Donc, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui va exploser dans les années qui viennent. Et effectivement, on essaye de donner tous les ingrédients, que ce soit au niveau logiciel. On a aussi, pareil, une suite, un framework qui permet de développer des choses, plus les GPU pour simuler les qubits et que les partenaires puissent tester en fait ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que tu as retenu, pour revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce que tu as retenu de l'époque Covid et de cette supply chain qui a été complètement perturbée? Est-ce que ça fait s'interroger Nvidia sur ses ressources? Bon, on parle de TSMC, ils sont évidemment en Taïwan, Chine, ils sont en train de s'installer aux États-Unis. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en retiens comme leçon et à quoi il faut faire attention aujourd'hui? En plus là, avec le contexte géopolitique où ces blocs se détachent. Ça a été compliqué, hein, soyons honnêtes, ça a été compliqué, pas simplement pour Nvidia, mais pour toutes les industries. Quand on voit le nombre de voitures qui étaient sur les parkings et qui ne pouvaient pas d'expédier parce qu'il manquait une petite pièce pour le toit ouvrant, ça a été très compliqué, ou quelques petits transistors juste pour mettre dans la voiture. Donc je pense que c'est une question de planification, une question aussi de ne pas attendre, en fait. Et c'est pas pour forcer, dire aux gens, faut acheter tout de suite, c'est pas le débat. C'est de dire, voilà, maintenant, une fois que vous êtes clair sur ce que vous voulez faire, etc., n'attendez pas forcément 6 mois. Allez-y, travaillez avec vos partenaires. Vous êtes une entreprise, travaillez avec vos partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour faire avancer les choses, pour que nous et les autres d'ailleurs, hein, parce que pas que Nvidia, et nous et nos concurrents ou collaborateurs dans l'écosystème, on puisse planifier. On a essayé je pense qu'on n'a pas fait un mauvais job, ça a été compliqué. Ah oui. Ça a été très, très compliqué. Et on n'a pas fait... Il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, alors vous retenez les GPU pour faire monter les prix. On n'a même pas changé. On a changé 0 prix pendant le Covid. On n'a pas augmenté les prix, rien du tout. Si on avait pu shipper 10 fois plus, on aurait shippé 10 fois plus pour satisfaire les partenaires. C'était pas le cas. C'était pas ça à faire et on pouvait pas le faire, mais bon. Quel est ton regard? Je rebondis sur la dernière question. Alors, Polaria, c'est Cyril qui doit du coup être dans le coin qui a créé cette entreprise spécialisée sur l'IA. En parlant de champion français, donc Mistral, oui, mais Polaria, le sous-entendu. Est-ce que tu vois, là, on a évidemment parlé de Mistral parce qu'il y a cet accord entre Nvidia, Mistral, pour ces data centers. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises d'IA françaises? On en a plusieurs, les Lighton, Photoroom, Giscard, Polaria, qui se rapprochent de Nvidia aujourd'hui. On a un programme start-up. Ouais. Si ma mémoire est correcte, on a 40 000 membres au niveau mondial. On doit être pas loin des 1000 en France. Et on a une personne qui est dédiée à ce programme start-up, elle est basée en France, cette personne, elle est basée à Paris. Donc je vous encourage à nous contacter pour en savoir plus sur ce programme Startup. C'est vrai que des Mistral, Inco, tu parlais de Photoroom, ils sont dans le programme Inception, où ils étaient, parce qu'à un moment donné, ils sortent quand ils grossissent. On est là pour les aider à avancer, on est là pour leur fournir un certain nombre de choses. Et puis, mais toutes les startups sont les bienvenues et je vous encourage à contacter la bonne personne. Je te fournirai
les coordonnées. Notamment, on aura une crêpe avec Serge dans quelques instants pour ceux qui veulent poursuivre la discussion. J'avais une question sur... elle m'a échappé sur sur les architectures. Tu parlais de Blackwell tout à l'heure, on parlait d'obsolescence, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit à quelle vitesse ces algorithmes sont en train d'avancer là, voilà, on pourrait faire un Web Festival là-dessus tous les 15 jours pour reparler de cette vitesse. Comment est-ce que ça change aussi le process de design, ça force NVIDIA à accélérer aussi pour répondre à ses besoins logiciels? Alors, où on sortait une nouvelle architecture de puces graphiques tous les 2 ans et demi, Jensen a décidé que ce serait tous les 6 mois, 1 an. Ouais. D'accord? Parce qu'en fait, il y a une telle demande de puissance de calcul qu'on est obligé d'aller beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et donc, il y a des nouvelles GPU qui sortiront dans les 2 ans qui viennent pour succéder, ou elles vont naviguer en parallèle de Blackwell, en fait. D'accord. Aujourd'hui, rappel, en France, NVIDIA, alors, donc dans le monde, c'est 35 000 personnes, ce qui, pour un groupe, et notamment, alors si je reparle de la valorisation de 4 milliards, n'est pas tant que ça, hein, quand on voit les autres qui sont à des centaines de milliers de personnes. En France, NVIDIA, c'est 150, 150 personnes à peu près, 150, 160. Alors là, je compte consumer, je compte des ingénieurs qui sont basés à Paris, ou pas d'ailleurs, l'équipe entreprise, une partie de mon équipe, enfin, etc., etc. Donc c'est assez mélangé. NVIDIA est très flat, comme je l'ai dit, en termes d'organisation. Y a pas, si je veux parler à Jensen Huang, je peux parler à Jensen Huang. Voilà. Donc on est très flat, donc ce qui nous permet d'être très agile et d'aller très vite. Peut-être une question, peut-être si on peut, la régie, si vous pouvez juste relever les questions. Non, allez vers le bas, pardon. Hop. Le quantique, oui, bon, on reparle de quantique, ouais, donne le résultat le plus probable. Les systèmes au niveau d'IA de type LM aussi. Une probabilité d'occurrence multipliée par une autre, qu'est-ce que cela va pouvoir donner? Là, c'est un peu complexe, hein, le quantique par l'IA. Mais en tout cas, merci Serge infiniment. Merci pour votre attention, merci d'être venu jusqu'à nous. Je pense qu'on peut t'applaudir et puis voilà, d'être venu porter, parce que c'est vraiment, je pense que l'entreprise de l'année, on y est, hein, c'est là. Juste pour conclure, on n'est pas des méchants petits canards. Oui. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent vous êtes inaccessible, etc., NVIDIA, et c'est pas vrai. Tous les gens chez NVIDIA sont hyper accessibles, enfin tu le sais, ah oui. Sont hyper accessibles. On est là pour écouter, on est là pour contribuer et pour développer les écosystèmes. Et c'est notre philosophie, donc on est des gens très accessibles. Voilà, et bien tu le prouves à nouveau. Merci encore. Je te propose avec Charles va t'accompagner pour une crêpe avec, pour ceux qui veulent poursuivre la discussion.